Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous allons parler de phénomènes paranormaux. À tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous allons parler des animaux. Comment communiquer avec les animaux, c'est la clé du mystère. Et nous serons en compagnie d'Anna Evans. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. La météo en France, dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie d'Anna Evans et nous allons parler ensemble de communication avec les animaux. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, comment en êtes-vous arrivé à comprendre que l'on pouvait communiquer effectivement avec les animaux ? Oh bien, vous savez, je crois que c'est l'histoire de ma vie. J'ai grandi avec des animaux. Ensuite, je suis devenue vétérinaire, donc j'ai continué ce contact quotidien avec différentes espèces animales, qu'elles soient domestiques ou que ce soit des animaux sauvages que nous récupérions dans la famille pour les soigner quand ils étaient blessés. Et puis ensuite, eh bien, en tant que vétérinaire, j'ai développé une approche plus scientifique du monde animal. J'ai travaillé avec des espèces sauvages, aussi avec des programmes de protection dans différents pays. Et puis un jour, une personne m'a offert un livre qui racontait l'histoire de l'auteur. En fait, c'était un livre autobiographique. L'auteur était Monsieur Boone. Donc j'ai lu ce livre de Monsieur Boone qui s'appelle Des bêtes et des hommes, que je l'ai lu en américain. Il n'existe plus en français. Je crois qu'il a été traduit à une période. Et cet auteur donc décrit comment il a découvert qu'un chien dont il avait la garde, donc il ne connaissait pas a priori, était capable de capter ses pensées et d'agir en fonction de son mode de pensée à lui. Donc l'auteur raconte que ce chien, par exemple, quand il était assis à sa table de travail et qu'il pensait qu'il allait faire une pause et sortir le chien, eh bien le chien se trouvait à la porte avec la laisse dans la gueule, alors que lui n'avait pas encore appelé le chien ou ne s'était pas déplacé vers la laisse. Ce livre m'a beaucoup intéressée, évidemment, puisque c'était à l'époque des choses qui étaient très peu décrites. C'était bien avant les livres de Sheldrake. Et puis, la conséquence que j'en ai tirée, c'est que j'ai souhaité essayer. J'ai donc recherché un petit peu le mode opératoire que décrivait cet auteur dans son livre. Mmh. J'ai essayé de l'appliquer pour moi-même avec un animal et le résultat m'a énormément surprise. Quelque chose s'est passé qui était différent de ce que je connaissais de l'animal et qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui en fait a été à l'origine de ma recherche. Alors vous parlez de communication intuitive. Qu'est-ce que la communication intuitive ? La communication intuitive, c'est un nom que j'ai créé en fait il y a plus de 20 ans maintenant pour décrire cette approche empathique, mais empathique volontaire de ce qui se passe chez un animal. C'est-à-dire que bien souvent nous avons une connaissance de ce qui peut animer une forme animale qui vient de l'extérieur, de l'observation de son comportement, qui vient de ce que nous connaissons de lui. Nous savons par exemple que le loup est carnivore, donc s'il mange de la viande, nous ne sommes pas surpris. Mmh. Mais dans la communication intuitive, on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de l'animal, c'est-à-dire ses émotions, c'est sa façon de comprendre le monde, en fait, aussi ses perceptions sensorielles, etc. Et comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement, eh bien, ça demande un travail intérieur, ça demande de pouvoir se placer dans un état de disponibilité intérieure, de neutralité, d'ouverture. On ne s'attend pas forcément à un résultat bien particulier. Donc en fait, il faut autant que possible s'écarter de nos projections, de nos attentes, etc. pour vraiment partir avec une approche de scientifique, une approche de chercheur, quelqu'un qui observe ce qui se passe. Mais là, on n'observe pas ce qui se passe à l'extérieur, on observe ce qui se passe à l'intérieur de nous, en résonance avec ce que peut vivre un animal au contact duquel on se trouve. Quelles sont les perceptions que peut avoir l'animal justement face à nos interrogations ? Bien, les animaux sont doués de sens, comme nous-mêmes. Nous avons donc la vision, l'odorat, le sens du toucher, le goût, l'ouïe bien sûr. Et
La plupart des animaux sont doués de sens qui sont superposables aux nôtres et bien sûr, certaines espèces disposent de sens que nous n'avons pas ou que nous n'avons pas développé dans notre espèce. Il existe toujours une superposition entre ces capacités sensorielles et c'est à partir de ça que nous pouvons fonctionner. Est-ce que la communication est la même d'un animal à l'autre? Par exemple, le chat, le cheval, le chien, est-ce que c'est différent? Comment ça se passe finalement? Oui, alors la communication va être très différente entre deux individus, beaucoup plus qu'entre deux espèces. C'est-à-dire que on peut peut-être déjà faire la grande distinction des animaux sauvages et des animaux domestiques, ceux qui ont l'habitude de côtoyer l'humain et ceux qui n'ont peut-être pas cette familiarité-là. Mais ensuite, entre deux chevaux, il peut y avoir vraiment une très très grande différence, de même qu'entre deux chats. Donc finalement, la différence va être plus liée à la personnalité individuelle de l'animal qu'à son espèce. D'accord. Peut-on communiquer avec tous les animaux? Oui, absolument. Alors ça m'est arrivé de communiquer avec des chenilles processionnaires, avec des vers de terre, avec des insectes de différentes catégories, avec des poissons, et puis bien sûr, la plupart des personnes souhaitent que l'on communique avec leurs animaux familiers, donc plutôt les espèces que nous avons l'habitude de côtoyer à la maison. Alors nous allons parler de la communication avec les animaux. Rappelons ce qu'est la communication intuitive pour les personnes qui n'auraient pas entendu les précédentes émissions. Eh bien écoutez, la communication intuitive, c'est un terme que j'ai défini pour représenter la possibilité que nous avons tous d'échanger des informations avec les animaux au-delà de la parole. Nous avons des ressentis, nous partageons parfois un petit feeling avec un animal et c'est de cela que traite la communication intuitive. C'est une façon de clarifier ce qui existe en nous, dont nous ne savons pas si c'est notre imagination ou si ça correspond bien au lien que nous avons avec l'animal. Donc on va se prêter une petite expérience. Après nous parlerons de la mort des animaux, comment perçoivent-ils la mort. Mais pour le moment, nous allons faire une petite communication. C'est ça, Anna? Avec plaisir. Avec Sirius. Tout à fait. Voilà. Donc je vais vous poser la première question. Concernant Sirius, on a perdu un petit chat qui s'appelle Camille, qui a été élevé avec Sirius. Et je voulais savoir comment Sirius percevait ce départ. Très bien. Alors donc ce que je fais peut-être avant d'entrer directement dans le vif du sujet qui est votre demande, eh bien je vais dire quelques mots sur la manière dont je vais entrer en relation avec Sirius. C'est important de ne pas aborder un animal qui ne me connaît pas d'une façon trop directe, trop brutale. Et donc je vais d'abord, quand je prévois d'entrer en communication avec un animal dans ce mode-là, dans ce mode intuitif, eh bien je vais d'abord me présenter, que je suis là un petit peu comme un interprète de son maître ou de sa famille humaine et je vais lui expliquer que je souhaiterais échanger avec lui comme si j'étais un autre chat par exemple. D'accord. Évidemment, c'est un terme qui ne correspond pas à la réalité du processus, mais je vais donc annoncer à Sirius, puisque Sirius est un chat, que je parle chat et que je suis un être humain qui est capable de ceci, comme certaines autres personnes. Et donc lui proposer, s'il est intéressé, d'avoir un échange avec lui à propos de quelque chose qui intéresse son maître. Et donc, une fois que je me suis annoncée de cette façon, eh bien, je vais attendre à l'intérieur de moi dans une totale disponibilité. Alors, il s'agit évidemment d'un échange qui s'effectue dans les champs subtils. Il ne s'agit pas d'une rencontre où le chat va miauler en face de moi et où je vais traduire le ton de la voix, etc. Il s'agit vraiment de cet échange qui se passe entre deux individus dans les champs de résonance, dans les champs d'intelligence subtile qui nous entourent. Et là, eh bien, je me place dans cet état de disponibilité où je suis le plus neutre possible, je suis sans attente particulière. Si Sirius n'est pas dans un moment où il souhaite échanger, ou bien si je ne suis pas un interlocuteur qui l'intéresse, il va être tout à fait libre de ne pas échanger avec moi. C'est pas un problème, je l'accepte d'avance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je reçois d'abord un espèce de bilan de comment Sirius se sent dans l'échange proposé, avant qu'on entre vraiment sur le vif du sujet. Donc là, eh bien, j'ai un chat qui est tout à fait intéressé et en même temps assez décontracté par rapport à cette proposition. C'est un petit peu comme s'il n'était pas surpris. Certains animaux peuvent être surpris, mais lui pas du tout.
Et voilà, maintenant, il espère, enfin, je sens à l'intérieur de moi, donc il attend de savoir la suite, c'est-à-dire qu'est-ce que je lui veux. Donc, je suis un petit peu bavarde, alors je vais revenir maintenant dans le dialogue avec Sirius, puisque je souhaitais quand même vous expliquer. C'est très important pour moi de travailler dans le respect de l'animal. Les animaux ont aussi un libre arbitre et il faut le respecter. Donc, dans cette dimension-là, je propose à Sirius de me parler de la séparation avec son compagnon chat. Excusez-moi, j'ai oublié son... Camille. Avec Camille, voilà. La première information que j'ai, c'est que Sirius s'est habitué à une certaine forme de solitude. C'est-à-dire qu'avec Camille, il y avait une proximité. Ils étaient très amis. Il y avait vraiment une complicité. Et maintenant, Sirius a repris un mode de vie plus solitaire, plus isolé. Il passe beaucoup de temps dans la méditation, dans des choses très calmes. En apparence, évidemment, on peut avoir l'impression qu'il dort, mais lui ne dort pas. Il pense à certaines choses. Il a son monde intérieur dans lequel il habite beaucoup. Et il a dans ce cadre-là, dans cette nouvelle forme de vie, bon, qui maintenant s'est bien installée. Hein, vous m'avez annoncé tout à l'heure que Camille était décédée depuis 3 ans, je crois. Non, depuis 1 mois. D'accord, oui, je comprends. Pardon, j'ai mal compris tout à l'heure. Alors, donc maintenant, Sirius a repris une forme de vie qui est beaucoup plus intérieure, beaucoup plus calme, et il pense à Camille. Il y a une forme de nostalgie pour lui. C'est-à-dire qu'il se souvient des moments passés avec Camille, et notamment des moments de partage physique, c'est-à-dire qu'ils étaient assez proches physiquement. Je pense peut-être qu'ils dormaient ensemble, ou en tout cas l'un à côté de l'autre, pas très loin. C'est arrivé, oui. Ce sont des animaux qui étaient très complices, hein, comme je l'ai dit. Oui. Alors, par rapport à la mort de Camille, ça a été un choc pour lui quand même, parce qu'il avait il avait pris des habitudes avec Camille. Et maintenant, il doit en reprendre d'autres. Donc, ça a été fait. Il n'a pas attendu qu'on s'occupe de ça pour lui. C'est un chat qui est très équilibré psychiquement et donc qui a su s'adapter à ce départ, mais qui a encore une tristesse par rapport à ce départ. Alors, est-ce que Sirius est content de vivre à la maison? Sirius adore son mode de vie. C'est un chat qui est absolument amoureux du confort. Là où il vit, il y a le confort qu'il aime. Dans les éléments qu'il aime, il y a le calme. C'est un chat qui déteste l'agitation dans tous les sens. Ça n'est pas, par exemple, un chat de famille qui aimerait que des enfants soient là un peu partout et interférer avec eux, etc. Il adore qu'il y ait du calme et aussi que le lieu ne soit pas très, très agité au niveau du son. Je pense que votre lieu de vie est un lieu vraiment reposant. Tout à fait. Et donc, c'est quelque chose qui convient tout à fait à ses besoins. De plus, il y a des endroits où il peut se reposer qui sont vraiment confortables, avec différentes places pour lui. Les chambres, par exemple. Oui, alors il adore les chambres, évidemment, mais pas seulement. C'est-à-dire que en fonction des moments de la journée, il va se déplacer. Certains chats ont toujours le même endroit. Lui, il a vraiment des endroits qui dépendent des moments de la journée, parce qu'il aime observer quand vous êtes à votre domicile, et quand vous n'êtes pas là, il se retire dans des endroits qui correspondent au mouvement de la lumière suivant la journée. Donc j'ai l'impression qu'il est plutôt dans la chambre en matinée, en première partie de journée, parce que la chambre est éclairée. Bon, je ne connais pas votre lieu de vie, bien sûr, donc je ne peux pas situer si vraiment vous avez plusieurs chambres, etc. Mais il y a une pièce qui est lumineuse avec un lit. Donc là, il aime y être le matin. Je ne sais pas si c'est votre chambre, par exemple, mais c'est une chambre. Oui, sauf que je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc il vient le soir. En principe, il vient le soir. Il vient le soir. Ah oui, il reste avec moi le soir. Oui, absolument. Hein, mais je partais de son emploi du temps du matin au soir. Oui. Si vous voulez. Non, il aimerait y aller, mais je veux pas. Voilà. Je l'en empêche un peu. C'est ça, parce qu'il me montre là, donc j'ai une information qui est dans le mode visuel. Il me montre une pièce vraiment lumineuse et très paisible, avec de la lumière qui descend, qui inonde la pièce. C'est ça, oui. Mais effectivement, parfois, on n'a pas la réalité du vécu de l'animal, on a simplement son désir. Ça, c'est un petit peu difficile en communication intuitive. Et ensuite, il va se déplacer en fonction des moments de la journée. Alors, que pense-t-il de l'arrivée de la petite chatte Alix, âgée de 6 semaines? Pour l'instant, il n'a pas beaucoup
d'interaction avec elle, c'est-à-dire qu'il se tient un petit peu à l'écart, il essaie d'être le moins présent possible par rapport à elle. C'est plutôt elle qui prend des initiatives et lui il va plutôt se mettre en retrait. Il l'observe, voilà. Il attend de voir. Il est un peu indifférent. Oui, c'est ça. Il reste à l'écart de cette nouvelle affaire. Il se sent presque pas tout à fait concerné. Et comment perçoit-il les interdictions? Alors, il comprend quand vous ne souhaitez pas, par exemple, qu'il monte sur les hauteurs dans la cuisine, la table, le plan de travail, enfin les zones alimentaires. Il le comprend parfaitement, mais il n'est pas très impressionné par vos interdictions. Ah bon? Et le fait de l'empêcher de sortir, lui expliquer, moi je lui ai expliqué pourquoi. D'ailleurs, depuis que je lui ai expliqué, il est beaucoup plus réservé sur le sujet, il hésite à sortir. Oui, alors ça c'est effectivement quelque chose qui le gêne moins, parce que sortir n'est pas forcément pour lui quelque chose de toujours agréable. On sort complètement, quand on quitte le bâtiment que vous occupez, on sort complètement de l'univers, je dirais quand même feutré que vous avez créé à l'intérieur. Et donc, on est dans une zone beaucoup plus... où il faut un petit peu se battre, où il faut faire très attention, etc. Il y a du mouvement, il y a d'autres animaux. Et donc, pour lui, le fait de sortir, c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Donc en fait, il n'y tenait pas tant que ça, mais en même temps, il aime bien quand même pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut. C'est un chat quand même. Oui, c'est sûr. Mais en fait, il est assez paniqué quand il sort. Il sort rarement. Il sort 5 minutes, mais sa tasse de thé. C'est la panique. Voilà. Donc à la limite, je peux même pas le descendre à la radio parce que si je le descends à la radio, il est tendu, il commence à crier. Enfin bon, je pense que c'est pas vraiment sa tasse de thé, mais moi je m'inquiète. En fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que Camille... Ouais, ça vous inquiète ? Ah bah oui, c'est comme ça que Camille a disparu. Ah voilà, c'est ça. Vous vous inquiétez de le laisser seul à la maison ? Non, je m'inquiète de le voir sortir de temps en temps, de le voir m'échapper. Oui, c'est ça. Donc c'est comme ça que vous avez interdit le dehors. Oui, tout petit, hein. Oui, mais je pense que c'est certainement très sage parce que cet environnement, il le voit comme menaçant. Il faut toujours être sur ses gardes, m'explique-t-il. Donc, ceci correspond à des déplacements de véhicules, probablement parce que ce sont des déplacements rapides, mais aussi à la présence d'autres animaux qui ne sont pas toujours amicaux. Donc je pense que là, effectivement, ça n'est pas un chat combatif, ni vraiment qui aime explorer, etc. Et il n'est pas désireux de quitter son monde feutré. Alors on a un ami qui vient chaque année, qui s'appelle Simo. J'aurais aimé qu'il me dise comment il perçoit cette arrivée à chaque fois. Donc le séjour de Simo. Oui. Alors, Simo est ce que m'exprime Sirius, je n'ai pas d'opinion personnelle évidemment, Simo est un être qui a une odeur étrange. Voilà la première chose qui marque Sirius, c'est l'odeur de Simo. Alors peut-être l'odeur de ses vêtements, ça peut être aussi l'odeur d'un parfum qu'il porte, l'odeur une odeur d'origine alimentaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui mange, je ne sais pas, beaucoup de curry. Enfin, vous voyez, je ne peux pas identifier quelle est l'odeur dont il s'agit, mais c'est ça qui marque Sirius. Ah d'accord. Parce que j'aurais cru que c'était le comportement de Simo vis-à-vis de Sirius qui l'aurait plutôt inquiété. Alors effectivement, Simo est un être qui est rapide, c'est-à-dire qu'il va parler vite, il va se déplacer rapidement, et il ne va pas forcément être très à l'aise avec les chats. Et donc, vous voyez, ce comportement qu'a Simo fait que Sirius se méfie. Mais ça n'est pas vraiment une antipathie, c'est plus, je ne sais pas ce qu'il va faire dans la seconde qui suit, donc je dois faire attention. Tout à fait. Alors donc pour le curry, Simo vit au Maroc, il mange beaucoup de curry, beaucoup d'épices, comme tous les gens du Maroc. Je ne suis pas très forte en cuisine, donc je ne sais pas qu'il ait cette odeur. Si. Et puis c'est quelqu'un, Simo, qui est très très propre, c'est-à-dire qu'il utilise effectivement du parfum. C'est ça. Et donc, pour Sirius, ça n'est pas désagréable, je ne veux pas dire que c'est une mauvaise odeur, mais c'est une odeur interpellante. C'est une odeur qui n'existe pas dans son environnement et qui est assez présente malgré tout. Et il adore les chats, mais le problème, c'est qu'il est assez agité. Voilà, il fait beaucoup de bruit, il s'amuse avec eux, mais d'une façon assez désordonnée. Voilà.
Et Sirius, essaye de se cacher à tout prix. Hein. Voilà, il se méfie. Hein. Voilà. Il n'a pas envie qu'il lui arrive malheur, on va dire. Mais ça n'est pas parce qu'il a peur de Simon en tant que tel, c'est-à-dire que Simon n'a pas de geste agressif. Ah non, non. Ça, Sirius l'a très bien compris. Mais malgré tout, Sirius ne sait pas quelle va être la prochaine invention imprévisible de Simon, on va dire. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Alors, est-ce que vous souhaitez que je demande à Sirius ce qu'il aimerait, lui, exprimer? Oui, absolument. Puisque, parfois, je le fais toujours dans une session, évidemment, et parfois, les animaux ont des choses importantes qui n'ont pas l'occasion d'exprimer, c'est la possibilité de répondre. Alors, Sirius, est-ce que tu voudrais exprimer quelque chose à ton compagnon humain? Alors c'est très intéressant parce que l'information que je reçois, voyez-vous, n'a rien à voir avec cette conversation que nous venons d'avoir, qui est au niveau du quotidien. Sirius me montre maintenant comme une caverne, vous savez, ces civilisations troglodytiques. Oui. Qui vont dans la profondeur. Hein, et donc l'important dans cette information visuelle qu'il me communique, c'est la notion de profondeur. Et c'est un petit peu comme si, à l'intérieur de lui, dans ses champs de conscience, il y avait une très grande profondeur, mais pas quelque chose de sombre et qui fait peur, comme si on entrait dans une grotte sans éclairage. Quelque chose qui, au contraire, est très beau et très connu de lui, très bien habité. Et en fait, ce qu'il m'exprime à votre égard, c'est une invitation. C'est comme s'il espérait, il souhaitait vous montrer son monde intérieur. Et c'est quelque chose de très joli, de très poétique. Enfin, comment vous dire? Ça n'est pas tiens, j'ai peur d'aller dans cette grotte, viens avec moi. C'est plutôt quelque chose qui, traduit en mots humains, serait j'habite une profondeur magnifique et j'aimerais que tu viennes la visiter. Ah oui. Donc c'est une invitation d'amitié. Tout à fait. Ouais, et d'estime surtout. Parce que voyez-vous, un chat peut avoir de l'amitié pour un être humain. Oui. Mais il n'a pas toujours de l'estime. Oui. Et là, il a vraiment de l'estime. Ah oui, non mais c'est vrai que moi j'adore Sirius. Voilà, vous êtes effectivement plus que des amis. Vous êtes des êtres qui avaient quelque chose de profond en commun. Hein, et il vous estime, ce qui est vraiment un très beau cadeau de la part d'un chat. Une dernière question. Est-ce qu'il aime les petits jeux que l'on fait le soir? Parce qu'il est malin, Sirius. Ça, hein. Il est malin. Je dirais que pour lui, ça c'est son grand moment de la journée. Ça dure jusqu'à 4h du matin quand même. Ah oui, mais c'est tout à fait. Il ne s'arrêterait pas. Oui, il est très malin. Il a toutes ses petites habitudes. Il essaye de déjouer mes habitudes. Et moi, je rentre pas dans son jeu. Je contrarie un petit peu ses plans. C'est à mourir de rire. Oui, mais ça fait partie du plaisir pour lui. Il n'y a pas ça ne le contrarie pas vraiment. Non, non, moi je vois bien. C'est tout ce qu'il a exprimé? Oui, j'ai l'impression. C'était vraiment son essentiel de la journée. D'accord. On va le remercier. Absolument. Je termine toujours une session de cette façon. C'est-à-dire que, et j'encourage mes élèves aussi toujours à apprécier cette bonne volonté que mettent les autres formes de vie à échanger des informations avec nous. Je trouve que c'est toujours une courtoisie élémentaire de remercier même un chat d'avoir bien voulu vivre un échange avec nous. Tout à fait. Anna, on marque une pause, on revient dans quelques instants sur Fréquence Évasion. À tout de suite. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Anna Evans. Nous parlons de la communication intuitive, la communication avec les animaux, et nous allons aborder le problème de la mort perçue par l'animal. Pour commencer, quelles sont les informations que vous avez pu recueillir, à savoir le ressenti des animaux face à leur propre mort?
Alors face à leur propre mort, la question se pose très souvent quand nous nous trouvons avec des personnes dont l'animal est en fin de vie. Puisque maintenant, dans les soins vétérinaires, on utilise de plus en plus de soins palliatifs, c'est-à-dire des soins qui n'ont pas pour but de guérir l'animal, mais de lui permettre de vivre une maladie incurable avec le plus de confort possible. Et évidemment, dans ces situations-là, qui deviennent de plus en plus nombreuses grâce au progrès de la médecine, eh bien, nous avons des animaux et des propriétaires qui ont le temps de voir venir la mort. La plupart des personnes qui font appel à la communication intuitive dans ce cadre-là sont assez angoissées ou assez incertaines par rapport à la décision à prendre vis-à-vis de la fin de vie de leur animal et donc vis-à-vis de la mort, évidemment. Alors qu'en fait, il y a un décalage très très important qui existe entre l'animal, entre la perception de l'animal de sa propre mort et la perception que nous avons, nous, en tant que maître d'un animal qui est en fin de vie. Alors évidemment, il n'y a pas une situation générale avec tous les animaux qui ont la même opinion, mais si je parle de cette situation de la fin de vie parce que une situation fréquente où nous ne savons pas très bien quoi faire, eh bien, je dirais que quand même, il y a une tendance générale qui, évidemment, n'est pas partagée par tous les animaux. Et dans cette tendance générale, la plupart des animaux n'ont pas la crainte que nous avons de ce qui va se passer après leur mort. Et ça, c'est très surprenant parce que nous, les êtres humains, nous avons l'impression que la mort, c'est une fin. Oui. Nous avons l'impression que c'est une perte qui va être personnelle ou c'est nous qui allons perdre la vie ou alors nous allons perdre l'être aimé qui va nous quitter dans notre quotidien. Oui. Alors que les animaux n'ont pas cette sensation d'une discontinuité, d'une rupture. Ouais. C'est assez étrange. Je me suis beaucoup interrogée là-dessus. Je me demandais si les animaux étaient capables de percevoir quelque chose de l'après-vie, si après-vie il y a. Oui. Ça n'est pas vraiment mon propos pour l'instant, mais en tout cas, il est certain que les animaux partagent très peu la peur que nous avons en général de la mort. Alors comment faire face à la mort de son propre animal ? Alors je crois que là, il y a un grand problème de société qui est effectivement le fait que la mort de notre animal nous renvoie obligatoirement à notre propre mort ou alors à des morts que nous avons connues et que nous n'avons pas fini de guérir puisque la mort implique un processus de deuil et que ça demande un travail, une évolution, un chemin personnel et que ça ne se fait pas en 5 minutes. Mmh. Une mort va entraîner une transformation, même chez ceux qui restent, évidemment. Donc, la mort de notre animal demande déjà que nous nous mettions un petit peu au point ou à jour avec le sujet de la mort en général. Et ça, c'est le plus grand travail. Beaucoup d'êtres humains n'ont pas fini de guérir de la mort d'un parent, d'un conjoint, etc. Et donc, tout d'un coup, ils se retrouvent devant la perspective de la mort d'un animal, puisque nos animaux de compagnie vivent en général moins longtemps que nous. Et là, tout d'un coup, eh bien, ils sont submergés parce que ça leur rappelle, ça s'ajoute à cette mort qui n'a pas été gérée auparavant ou qui n'a pas fini d'être gérée. Donc la première chose pour faire face à la mort de notre animal, c'est de s'occuper de notre histoire personnelle vis-à-vis du sujet de la mort qui est quand même incontournable. Ensuite, évidemment, le fait que ça soit notre animal qui meurt ou qui soit en train d'arriver à la fin de sa vie ou qu'on retrouve mort sur son trottoir en rentrant du travail quand il s'agit d'un chat qui s'est fait écraser, eh bien, ça a des spécificités particulières. Alors évidemment, ça va dépendre un petit peu de la situation. Je crois que la situation la plus délicate, c'est quand nous devons, en tant qu'être humain, décider de la mort de notre animal. On a un chien qui a un cancer. Est-ce qu'il vaut mieux le faire euthanasier ou est-ce qu'il vaut mieux le laisser vivre sa maladie jusqu'à la fin, en l'accompagnant évidemment pour que ça ne soit pas... je dirais, générateur de souffrance inutile, eh bien ça c'est une question éthique à laquelle notre société ne répond pas, parce que nous n'avons pas développé de réflexion profonde vis-à-vis de la mort. C'est plutôt un sujet tabou dans notre société. C'est vrai. Et donc quand nous nous trouvons devant cette situation concrètement chez nous, à devoir gérer ça, parfois en couple, parfois seul, eh bien c'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur spécialisé.
pour la mort d'un être humain, eh bien, il va y avoir le corps médical avec éventuellement des accompagnants, des psychologues, etc. Dans le domaine de l'animal, certains vétérinaires vont être capables d'avoir un dialogue avec les propriétaires vis-à-vis de ce sujet. Et bien sûr, j'encourage mes confrères et consoeurs, grâce à votre antenne, à se rendre compte de l'importance de cet aspect de la relation ou de l'accompagnement de l'animal dans le cadre de leur clientèle. Mais bien souvent, les vétérinaires ne sont pas non plus formés ou disponibles pour cette partie de la relation ou de l'accompagnement. Et donc, les propriétaires se retrouvent seuls. Alors, il faut savoir que ça n'est pas du tout honteux de se sentir perdu ou de se sentir désemparé ou aussi de se sentir parfois complètement bouleversé par la mort d'un animal. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette situation dans leur vie et qui n'osent pas en parler parce qu'elles ont peur d'être ridiculisées. C'est vraiment très dommage. C'est vrai. Il y a en Suisse, par exemple, une consoeur qui a créé des groupes de parole pour les propriétaires qui ont des animaux en fin de vie ou qui ont déjà passé le cap de la mort, pour que des personnes puissent en parler entre eux avec un accompagnement, et je trouve que ce genre de choses est très nécessaire. Alors Anna, a-t-on des informations sur la survie de l'âme animale? Ça, c'est une question de nombreux auditeurs, c'est très récurrent. Est-ce que l'animal vit dans l'au-delà? Voilà ce qu'on nous demande à la radio, souvent. Alors, savez-vous, il y a quelques années, j'avais été interrogée par une autre radio à propos de ce thème. Et à l'antenne était aussi présent Daniel Meroy-Gévaudan qui nous parlait de la mort d'une de ses perruches. Ouais. Et il racontait qu'il était absolument persuadé qu'une autre perruche, c'est un amateur d'oiseaux, qu'une autre perruche qu'il avait ensuite trouvée plus tard était la réincarnation de la précédente qui était décédée. Ouais. Cette affirmation de quelqu'un qui a quand même une expérience des mondes subtils assez particulière, assez avancée, tout à fait. M'avait interrogée parce que moi je n'ai pas l'habitude de m'occuper de ce qui se passe dans l'au-delà. Mon rôle, le rôle que je me suis donné, c'était plutôt d'accompagner les animaux pendant qu'ils sont sur la terre et bien sûr d'accompagner aussi les personnes qui sont autour de ces animaux. Oui. Donc je ne m'étais pas vraiment posé la question de cette façon-là. Ça m'a donné l'occasion d'y réfléchir. Et j'ai eu ensuite, au cours des demandes qu'on m'a présentées pour communiquer avec des animaux, ou bien sûr, dans le cadre des ateliers que j'anime, j'ai eu des personnes qui sont venues avec des photos de leur animal mort, par exemple, parce qu'ils avaient encore un attachement émotionnel très fort. Et donc, je me suis aperçue que c'était possible, d'une certaine façon, de communiquer avec quelque chose. Je ne sais pas s'il s'agit de l'animal lui-même. Vous savez, je ne suis que vétérinaire, je ne suis pas quelqu'un qui est spécialisé dans les mondes subtils. Mais il existe quelque chose avec quoi il est possible de se relier, qui correspond quand même à la personnalité de l'animal, à sa façon d'être, etc. Et la première fois que j'ai pu faire cette expérience à la suite de mon écoute de Daniel Meroy-Gévaudan et de son histoire de perruche, eh bien il s'agissait d'une personne, en fait il s'agissait d'un quiproquo tout simplement, c'est-à-dire une personne était venue vers moi en me disant mon chien est parti et j'aimerais savoir où il est. Et moi j'ai cru qu'il était parti dans la nature, qu'il s'était sauvé tout simplement, et je m'attendais à ce que le chien me raconte qu'il était dans un bois en train de chasser des lapins ou quelque chose comme ça. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que le chien m'a décrit sa mort. Oui. Et donc, évidemment, la propriétaire, enfin les propriétaires ont été très choqués puisqu'ils ne savaient pas que leur chien était mort. Mais moi, j'ai été très choquée pour une autre raison. Et bien sûr, j'étais très triste pour eux, mais surtout, j'étais très choquée parce que je ne savais pas du tout à ce moment-là qu'il était possible d'entrer en lien grâce à la communication intuitive avec un animal qui n'était plus de ce monde. Nous avons confirmé que l'animal effectivement était bien décédé puisqu'une personne du village était informée et avait vu l'animal mort, donc il n'y avait pas de doute. Nous avons su ensuite que l'animal était bien mort, qu'il était bien mort de la façon qui avait été décrite. Oui. Et moi j'ai été très très surprise parce que j'ignorais complètement qu'on pouvait communiquer avec quelque chose qui restait de l'animal décédé. Alors dans ce cadre-là, il y a des animaux qui nous parlent de la façon dont ils sont morts, dont ils ont traversé le voile, et certains vont être vraiment
très libres, très, très légers par rapport à ça. D'autres vont être assez traumatisés. Les situations peuvent être très, très variables d'un animal à l'autre. Un petit peu comme les humains, finalement. Absolument. Alors, je n'ai pas non plus beaucoup de connaissances de ce qui se fait dans les témoignages après vie chez les êtres humains. Mais je sais que de nombreuses personnes témoignent avoir été morts cliniques et puis ensuite être revenus à la vie. Alors c'était justement à la gare de Lyon, j'avais assisté à une conférence à Paris et donc il y avait un médium. Oui. Et justement il y avait un monsieur qui avait déposé des photos, mais c'était pas spécialement des photos d'animaux, hein, c'était des photos de personnes humaines décédées. Et le fameux médium a dit monsieur, vous avez un chat. Alors bon, ce monsieur avait déposé la photo de sa femme, je crois, ou enfin quelque chose comme ça. Et oui, vous avez un chat, donc il a décrit un chat blanc qui veut vous parler. Alors le monsieur blême se lève et il dit oui. Il dit votre chat vous demande pourquoi vous l'avez abandonné. Alors le monsieur s'est mis à pleurer dans l'assistance et a dit oui, je l'ai abandonné. Enfin, en fait, il l'avait pas abandonné. Ce chat était enfermé et d'un seul coup, ce monsieur s'est dit il serait peut-être plus heureux à l'extérieur qu'enfermé. Et puis il l'a laissé partir et le chat s'est fait écraser. Et le chat venait reprocher au maître, avec un guide, hein, il y avait un guide spirituel à côté, le chat venait reprocher au maître de l'avoir abandonné. Et le monsieur s'est mis à pleurer devant tout le monde et il a dit oui, c'est vrai. Tout était vrai, donc avec des preuves. Et le chat a dit je lui pardonne. C'est cela. Alors malheureusement, il y a beaucoup de malentendus ou de quiproquos entre le monde animal et notre univers humain. C'est très dommage parce que bien souvent il y a de l'amour et il y a une décision de faire pour le mieux pour son animal et bien sûr des personnes qui font euthanasier leur animal, par exemple pour revenir au sujet de la mort en elle-même, vont le faire très souvent avec l'intention de faire pour le mieux pour leur animal et pas pour s'en débarrasser parce que ça les ennuie d'avoir un animal tout d'un coup. La plupart des demandes d'euthanasie, en tout cas qui sont faites vers un vétérinaire, sont faites dans ce cadre-là. Maintenant, l'animal ne va pas toujours comprendre ce qu'il en est, c'est-à-dire certains animaux ne savent pas qu'ils sont malades d'une façon irréversible, ils ne savent pas non plus qu'ils vont chez le vétérinaire pour cet acte-là, ils n'ont pas été préparés, hein, il n'y a pas eu de concertation, etc., et ça entraîne ensuite des traces, des choses qui restent de la part, du côté de l'animal, pourquoi m'as-tu fait euthanasier, et aussi du côté de l'être humain qui sent bien que quelque chose n'est pas en place, qu'une boucle n'est pas bouclée dans la relation. Donc c'est vraiment très important. Bon, je ne connais pas le travail des médiums, c'est quand même assez différent de la communication. Oui, tout à fait. Dans le sens où nous communiquons spécifiquement avec ce qui est conscient chez un animal, alors que le médium peut aller rencontrer différents niveaux dans le monde des Tout à fait. Mais je comprends très très bien que ce chat ait interprété le changement de vie qui lui a été imposé de cette façon-ci, comme un abandon, alors que tout simplement, si le monsieur avait demandé à son chat, bon évidemment il aurait fallu qu'il puisse entendre la réponse, mais s'il avait simplement informé qu'il allait le confier à quelqu'un qui pourrait lui offrir une vie dans un jardin, etc., s'il avait pris la peine de lui dire cette phrase 2 ou 3 fois, eh bien le chat aurait eu certainement une réaction tout à fait différente et il n'aurait pas souffert de l'incompréhension pendant peut-être très longtemps. Mais en plus, il voulait pas s'en débarrasser. Il a simplement cru que son chat serait plus heureux dans la nature. C'est ça. Voilà. Et bien souvent, eh bien nous vivons, je rencontre ce genre de situation où il y a une incompréhension entre l'animal et l'être humain puisque nous n'avons pas les mêmes repères. C'est pourquoi j'encourage les personnes qui ont des animaux à leur parler comme si c'était des êtres humains. Alors évidemment, ils ne vont pas comprendre les mots, sauf si ce sont des mots qui leur ont été inculqués dans une forme d'éducation, par exemple assis, couché, etc. Mais sinon, ils vont comprendre l'intention qui est derrière la phrase. Et ça suffit. Alors justement, on a l'impression que les animaux sont beaucoup plus sereins que les humains face à la mort. Est-ce que ça serait pas justement parce qu'ils percevraient une autre vie ?
Bon, alors là, c'est une question aussi évidemment à laquelle je ne vais pas pouvoir vous répondre d'une façon générale. Certains animaux sont très subtils et d'autres le sont beaucoup moins. Nous sommes dans une diversité, en plus une diversité d'espèces qui est infiniment plus grande que la diversité des cultures humaines. Donc, il est difficile de répondre en général, est-ce que les animaux perçoivent. Mais il est certain que certains animaux sont capables d'avoir des échanges avec d'autres congénères qui sont déjà décédés et dont nous savons qu'ils sont décédés. Mmh. Alors, je sais que certains êtres humains, notamment des êtres humains qui sont en fin de vie, vont aussi nous parler des défunts, de leur famille, etc. Donc, c'est un petit peu comme cet état entre deux mondes. Mmh. Maintenant, de quelle manière sont-ils connectés? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de régulier? Est-ce que c'est quelque chose qui les accompagne dans leur quotidien? Je crois qu'il faut être assez prudent. D'accord. Ça va dépendre peut-être de la personnalité de l'animal, de ses sujets d'intérêt personnel, vous voyez, de ce qui l'intéresse lui. D'accord. Plus que d'une capacité qui va être partagée entre tous les animaux, tout simplement parce que ce sont des animaux. Les animaux ressentent la mort des humains. On a un exemple d'un chat qui devinait le départ de certaines personnes âgées dans une maison de retraite aux États-Unis. Vous avez eu connaissance de cette histoire? Oui, bien sûr. Voilà. Comment est-ce possible? Alors ça, par contre, je peux l'affirmer au sens de la généralité du monde animal. Les animaux sont beaucoup plus en phase avec leur perception énergétique que nous ne le sommes en tant qu'êtres humains. Et donc, ils vont capter des choses qui passent inaperçues pour un être humain. Par exemple, avant de mourir, certaines personnes ont reporté que l'odeur du corps se modifie, ou bien que des choses changent dans l'aura. L'aura, c'est le champ énergétique qui est autour de la personne, du corps humain. Ouais. Donc, il est tout à fait probable que les animaux sont capables de capter ces aspects-là. Que nous, à moins d'être, par exemple, clairaudients ou clairvoyants, la plupart de nous ne sommes pas capables de percevoir ces éléments-là. D'accord. Donc, il est tout à fait, je dirais, logique qu'un animal soit capable de percevoir si un être humain est en train de mourir ou pas. Tout à fait. Ou un autre animal, évidemment. D'accord. Alors, vous disiez qu'on peut communiquer vraiment avec tous les animaux, notamment les vers de terre. Oui. Alors, il y a une grande différence entre un ver de terre et un chat, par exemple. Comment c'est possible et comment se fait la communication avec un ver de terre? C'est une vaste question. Je ne sais pas exactement, parce que vous savez, quand je parle de communication intuitive, eh bien, je dis souvent à mes élèves dans les formations que je leur donne que nous utilisons le mode de fonctionnement cérébral alpha. C'est un mode de fonctionnement qui correspond à la relaxation, à la sophrologie, à des choses comme ça. Et ça a été étudié chez des animaux supérieurs comme les chevaux ou comme certains primates, etc. Mais évidemment, quand on arrive à la communication avec un ver de terre, eh bien, il y a un ganglion neural, c'est-à-dire un mini-cerveau par segment du ver de terre, par métamère. Donc à chaque fois, quand on voit un ver de terre, il y a des petites stries, ça correspond à un morceau de ver de terre, et vous savez bien que quand on le coupe, ça fait deux vers de terre. Tout à fait. Ils vont pouvoir survivre, alors que nous, si on nous coupe en deux, on aura des problèmes. Voilà. Donc en fait, les vers de terre ont un mini-cerveau par segment. Donc on ne peut pas imaginer que ça fonctionnerait d'une façon aussi sophistiquée que notre cerveau ou que celui des primates ou des chevaux. Alors quand je parle de communication intuitive avec des animaux supérieurs où on se met sur la même longueur d'onde en alpha, on ne peut pas en faire un parallèle avec eux. Mais le résultat, quand même, c'est qu'il est possible d'avoir une communication. Alors, je n'ai pas spécialement de choses à vous raconter sur les vers de terre, mais je peux vous raconter, par exemple, des communications avec des chenilles processionnaires qui sont assez importantes dans le midi de la France. Tout à fait. Puisqu'elles sont dangereuses pour les animaux et les êtres humains quand on les touche. Eh bien, il m'est arrivé de communiquer avec des chenilles processionnaires dans une propriété privée où il y avait des pins et où elles s'étaient installées vraiment en nombre, alors que dans cette propriété vivaient des chiots qui, évidemment, à l'âge de l'exploration, étaient très très exposés à leur contact. Donc je leur ai demandé, dès qu'elles tombaient des cocons, de quitter la propriété. Donc je leur ai expliqué que dans cette direction, il y avait la sortie de la propriété, que de l'autre côté
côté il n'y avait pas d'animaux et que ça serait vraiment bien si en sortant de leur cocon elles allaient dans ce sens-là. D'accord. Et donc j'ai eu une information qui était très intéressante parce que on sentait qu'il y avait une intelligence collective dans ce groupe de chenilles et que c'était comme si je parlais à toutes les chenilles qui étaient présentes sur ce groupe de pins. Et il y a eu un espèce de contact de conscience qui s'est fait. Elles m'ont expliqué que là, elles étaient là et qu'elles n'allaient pas pouvoir faire ça cette fois-ci, puisqu'il allait falloir qu'elles descendent par le chemin qui était possible physiquement pour elles. Mais par contre, l'année suivante, elles ne se sont plus installées dans ce groupe de pins. Pas habituel, hein. Les chenilles processionnelles, en général, quand elles s'installent dans un arbre, l'année suivante, il y en a plus, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on coupe les branches concernées. Donc c'était quand même un signe qu'il s'était passé quelque chose. Je pourrais vous en raconter beaucoup comme ça. Et Mauroy Gévaudan disait la même chose des fourmis. Oui, absolument. Les fourmis, bon, ça c'est quelque chose avec ça, ce sont des animaux avec lesquels je communique très très fréquemment parce qu'à la campagne on en voit beaucoup. Mais bon, d'autres insectes ou d'autres animaux vont aussi avoir la possibilité de nous écouter si nous entreprenons une communication qui va être ouverte, c'est-à-dire le but n'est pas d'interdire à l'autre d'exister, le but c'est de lui trouver une façon d'exister qui va être compatible avec la nôtre ou bien d'adapter aussi notre façon d'exister, il n'y a pas de raison. Alors il y a quelques instants on parlait de chant subtil, qu'entendez-vous par chant subtil ? Alors, le son, c'est un des modes d'échange d'informations qui existent dans les perceptions. Il y a évidemment l'odeur, le goût, la vue, le toucher. Ce sont nos 5 perceptions. Nous pouvons les connaître grâce à nos organes des sens vis-à-vis de notre monde extérieur, mais il est tout à fait possible aussi de connaître l'expérience du son ou de la vue, etc., à l'intérieur de nous. C'est ce qui se passe dans un rêve. C'est-à-dire que quand nous sommes en train de rêver, eh bien, nous avons des images qui défilent dans notre tête avec des sons, etc., comme si c'était un film, mais qui se jouait uniquement à l'intérieur de nous. Et une personne à côté, évidemment, ne va pas être informée de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est ce que je voulais dire par son subtil, c'est-à-dire quelque chose qui va être captable ou exister dans une dimension qui n'est pas une dimension physique. Alors donc, ça aurait un rapport avec les chants informationnels de Jacqueline Bousquet ? Absolument. Nous sommes probablement en train de définir la même chose avec des mots différents, mais comme il n'y a pas une définition universellement acceptée, eh bien on essaie de décrire au mieux cette dimension qui n'est pas encore très très explorée. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter par rapport à ce que l'on vient de dire, Anna ? Sur le sujet de la mort, certainement, je souhaiterais vraiment encourager toute personne qui se trouve en ce moment à l'antenne en train de se demander comment elle va préparer la mort de son animal, comment elle va y survivre, ou bien comment elle peut décider ce qui vaut mieux pour son animal. Je l'encourage vraiment à chercher des interlocuteurs. Dans mon livre, il y a plusieurs chapitres sur la mort, dans le livre Communication intuitive, rencontre avec le monde animal, parce que c'est un sujet tellement important que je crois qu'on ne doit pas le laisser en friche ou faire comme s'il n'existait pas. C'est tellement important de bien vivre la mort d'un animal parce que d'une part ça va être important pour l'animal lui-même, mais ça va aussi nous préparer nous et nous guérir de quelque chose qui culturellement est très lourd, c'est-à-dire ce déni qui n'a pas lieu d'être, puisque comme le disait Woody Allen, la vie est une maladie mortelle et donc nous sommes absolument obligés de passer par cette étape. Alors autant bien la préparer, bien la vivre et pourquoi pas en commençant par l'accompagnement d'un être cher. Parlez-en autour de vous. Vous allez trouver des gens qui sont prêts à vous écouter. Vous allez trouver des gens qui sont compétents pour vous écouter. Achetez mon livre si vous voulez. Il y a aussi le livre de cette vétérinaire, mais malheureusement je n'ai plus son nom en tête, qui est une vétérinaire suisse qui a écrit quelque chose aux éditions Jouvence sur la mort de l'animal. C'est un tout petit manuel pratique qui se lit très très vite. Je vous encourage vraiment à ne pas laisser ceci comme si ça n'existait pas. Ça mérite d'être honoré. Et peut-être avant tout, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, apprendre la réalité de la mort.
Voilà, la mort d'un animal, c'est l'occasion de côtoyer la réalité de la mort, c'est l'occasion d'accompagner nos enfants aussi dans cette réalité, puisque parfois la mort d'un hamster ou d'un petit lézard, c'est la première fois, c'est la première opportunité pour un enfant de rencontrer la dimension de la mort, et c'est bien de les préparer à ce moment-là, parce que quand il y aura la mort du grand-père ou de la grand-mère, eh bien, ça sera déjà quelque chose qui aura été abordé et ça sera beaucoup plus facile. Anna, vous faites des ateliers ? Bien sûr, j'anime des ateliers de différents niveaux, dont un justement qui concerne la mort de l'animal, mais qui n'est pas accessible aux débutants, puisqu'il faut déjà avoir acquis quand même un petit peu de base pour pratiquer cet outil avant d'aborder un sujet aussi interpellant, parce qu'il faut se rendre compte que même si nous ne sommes pas directement concernés par la mort d'un animal cher, eh bien, par exemple, en tant que professionnel, en tant que vétérinaire, j'ai des vétérinaires qui viennent dans mes ateliers. Évidemment, c'est un sujet qui est incontournable dans cette activité professionnelle. Eh bien, ça va nous toucher quelque part. Et donc, il faut déjà être, je dirais, un petit peu initié à tout ce qui est possible avec la communication intuitive pour ne pas être trop interpellé d'un coup. D'accord. Alors, vous avez un site internet ? Oui, il s'agit de www.communicationintuitive en un seul mot.com. Et si quelqu'un choisit de taper Anna Evans sur son moteur de recherche, eh bien il va trouver mon groupe Facebook, il va trouver mon site, etc. Et vous allez nous rappeler le titre de vos ouvrages ? Oui, alors il s'agit de Communication intuitive, rencontre avec le monde animal, qui est disponible à l'heure actuelle uniquement sur mon site ou lors de mes conférences et ateliers. Et le prochain qui va sortir sous peu s'appelle L'esprit des vaches. Et ça, c'est un livre qui concerne la vie d'un troupeau de bovins et tout ce qu'il peut avoir envie d'exprimer vis-à-vis de l'être humain, qui est parfois plein d'humour et parfois plein de profondeur. Anna Evans, merci. À une prochaine fois sur Fréquence Évasion pour développer un autre thème concernant la communication intuitive avec les animaux. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Alors vous pourrez retrouver toutes les informations d'Anna Evans en faisant le www.communicationintuitive.com et à très bientôt avec Anna Evans dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.